Après la reconquête de Stalingrad au début de 1943, c'est une autre armée rouge qui combat le Troisième Reich. Elle s'est forgé un moral de vainqueur et surpasse maintenant la Wehrmacht en matériel et surtout en effectifs. Elle a enfin assimilé toutes les règles d'une guerre moderne. Les opérations en profondeur s'appuyant sur des corps mécanisés, prônées dès 1937 par Tukhachevski, sont montées par Zhukov et Rokossovski avec autant de succès que celles de Guderian en 1941. À Koursk, la Stavka, l'état-major soviétique, va montrer son savoir-faire. Konstantin Rokossovski sera du côté russe un des principaux acteurs de la gigantesque bataille. Contrairement à Staline, qui a su renoncer au concept stratégique désastreux qu'il soutenait au début de la guerre, Hitler se montre incapable de revenir sur les décisions sans appel qu'il impose à ses généraux. Il veut, à tout prix, prendre sa revanche sur l'humiliante défaite de Stalingrad. On ne doit pas oublier que Hitler était déjuré généralissime de la Wehrmacht et pas seulement chef d'État. Et dire quelque chose contre cela ne tombait pas sous le sens. Il ne faut pas oublier non plus que c'était très différent dans la campagne de France ou dans celle de Pologne. Il ne s'immisçait pas encore complètement. Mais pour la campagne de Russie, c'est lui qui dirigeait directement. Des deux côtés, la préparation de la bataille de Koursk est à la hauteur de son enjeu. Himmler, lui-même, inspecte les divisions SS Das Reich et Adolf Hitler, fer de lance du corps blindé allemand. Mais il ignore, comme le reste de l'état-major d'Hitler, que les Soviétiques connaissent tous les détails du plan d'attaque qui leur a été transmis par les Britanniques, lesquels avaient réussi à décoder la machine à chiffrer allemande Enigma. Zhukov et Rokossovski prennent la décision risquée de rester d'abord sur la défensive pour user le plus possible l'énorme force de frappe des panzers. К моменту Курской битвы немецкая армия имела... Au moment de la bataille de Koursk, l'armée allemande comptait sur le front Est plus de 10 millions d'hommes, soit le plus gros effectif allemand sous les drapeaux pendant cette guerre. Tous n'étaient pas là. Nous avions à Koursk plus d'1 million d'hommes et eux en avaient presque 1 million. Un peu moins. En tout, Hitler disposait, durant l'été 1943, d'une armée de plus de 10 millions d'hommes. Il n'a plus jamais dépassé ce chiffre jusqu'à la fin de la guerre. À l'aube du 5 juillet 1943, les Soviétiques déclenchent une énorme préparation d'artillerie. Les salves stridentes des Katyusha, les lance-fusées, saturant l'air du petit matin. Quelques heures plus tard,
l'opération Citadelle, la plus grande bataille de chars de la guerre, commence. Elle engage plus de 2 millions d'hommes, 6 000 blindés et plus de 4 000 avions d'appui, les soviétiques ayant l'avantage du nombre. Les nouveaux chars Tigre et Ferdinand, juste sortis des usines du Reich, dont le blindage ne peut être percé par les canons des T-34, partent à l'assaut des lignes de défense russes, organisées en profondeur. Мы так были уверены, что мы вот в Курской битве, мы немцев разгромим. Nous étions tellement convaincus que nous écraserions les Allemands dans la bataille de Kursk. Et c'est ce qui s'est produit avec notre défense par paliers dans la ligne de front de Voronej, où je me trouvais. Bien sûr, nos tanks ont autant brûlé que les tanks allemands. Et il y avait des jours où, sur le champ de bataille, les chars s'entrepénétraient. Ils brûlaient. Les équipages sortaient et ils continuaient à se battre avec ce qu'ils trouvaient. Dans le ciel, des centaines d'avions, des chasseurs, des bombardiers, des parachutistes. C'était un spectacle indescriptible et d'une intensité inédite dans cette guerre, cette bataille de Kursk. Après une semaine de combat, la Wehrmacht n'aura fait reculer l'armée rouge que d'une dizaine de kilomètres. À bout de souffle, elle est contrainte de s'arrêter le 12 juillet. Elle a perdu 500 000 hommes dans ce combat gigantesque. Les Russes, plus du double, mais leurs réserves sont inépuisables. Les Allemands, eux, n'ont plus de réserves, et Kursk est bien le tournant de la guerre à l'Est. Ils ne reprendront plus l'initiative et commencent à reculer sur l'ensemble du front. Il ne s'agit plus d'opérer des replis tactiques, mais bien des prémices de la débâcle. Pour tenter d'endiguer le rouleau compresseur soviétique, les Allemands détruisent tout en s'en allant. Ponts, routes,
ligne de communication. Mais l'avance d'Ivan, comme la Wehrmacht appelle le soldat russe, est irrésistible. Un mois après la bataille de Koursk, l'armée soviétique libère la première grande ville, Orel. À la fin de 1943, elle a repoussé les Allemands de 600 km et repris la moitié du territoire soviétique occupé. Dans le sillage des vainqueurs, les unités du Smerch, le contre-espionnage soviétique, arrêtent toute personne suspectée de collaboration avec l'ennemi. Le jugement est sommaire et sans appel. Depuis Stalingrad, la saignée de la Wehrmacht a été continue. Elle a perdu plus d'1,5 million d'hommes, près de 7000 chars et 19 000 avions. Le 6 juin 1944, le deuxième front, tant attendu par Staline, s'ouvre avec le débarquement anglo-américain en Normandie. Hitler est maintenant pris dans une tenaille. Jusqu'à Moscou, depuis le début, quand j'y repense, nous avions la capacité, vu nos forces, d'attaquer en même temps tout le front est de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. À partir de Moscou, ça n'a plus jamais été possible. Au contraire, les secteurs de front sur lesquels nous avions des initiatives offensives devenaient toujours plus infimes. Au moment de Stalingrad, c'était le tiers.
peut-être la moitié dans le meilleur des cas. Après, à Koursk, la troisième bataille, en l'occurrence décisive, c'est devenu une histoire locale. J'ai souvent discuté de ce point, et même une fois j'ai fait, sans le vouloir, une rime sur ce thème. Ne riez pas, traduisez. Moscou lia les mains, Stalingrad apporta le tournant, Koursk amena la fin. Stalingrad brachte die Wende, Kursk brachte das Ende. Le 2 avril 1944, l'armée rouge a pénétré en Europe centrale. Parmi les premières villes qui vont subir le choc d'une libération qui tourne souvent à la vengeance, Bucarest. Puis, après plus d'un mois de combats acharnés, c'est la prise de Budapest. La progression des libérateurs qui découvrent un autre monde, celui de la société de consommation et d'un raffinement inconnu, s'accompagne de pillages et de viols, qui étaient, comme l'écrira plus tard Solzhenitsyn, considérés comme une distinction. Le soldat russe, en récupérant tout ce qui tombe sous sa main, n'y voit qu'une juste compensation aux exactions commises sur son sol par les alliés des Allemands. La grande affaire, c'est maintenant la prise de Berlin, pour laquelle une course de vitesse commence entre soviétiques et alliés. À Moscou, la préparation de la bataille, suivie de près par Staline, qui va préférer Zhukov à Rokossovski pour la mener, a débuté dès l'automne 1944. Bien que le sort de la guerre ne soit pas encore totalement joué, Staline pense déjà à ce qui va se passer après. Les ordres que Staline donne pour la libération de Varsovie sont indicatifs du destin qu'il réserve aux pays progressivement occupés par l'armée rouge. Le 1er août 1944, à l'appel du général Bor-Koromowski, avec l'accord du gouvernement polonais en exil à Londres, plus de 40 000 hommes de l'armée clandestine et des milliers de civils se soulèvent contre les forces d'occupation allemandes. Les soviétiques, qui sont à quelques kilomètres de Varsovie, sur les bords de la Vistule,
attendent, l'arme au pied, l'écrasement de l'insurrection par les divisions SS restées dans la capitale. « 250 000 Polonais seront tués, blessés ou faits prisonniers. » Les Soviétiques entrent dans Varsovie le 17 janvier 1945 et mettent immédiatement en place un gouvernement sous la coupe de Moscou. À Yalta, dans l'euphorie d'une victoire annoncée, Roosevelt pense régler démocratiquement les problèmes que pose la construction de l'Europe nouvelle. Plus lucide, Churchill a percé le jeu de Staline, qui va régler à son profit, sans grande résistance de ses alliés, le partage du monde. La conférence se déroule à Lividia, l'ancien palais du dernier tsar, où l'accueil des soviétiques est somptueux. Mais en même temps, le NKVD met toutes les délégations occidentales sur écoute. Sergo Beria, fils de Lavrenti, exécuteur des basses œuvres et bras droit de Staline, est responsable, à 21 ans, de l'organisation et du contrôle de l'enregistrement de toutes les conversations particulières entre Roosevelt et Churchill. J'y étais pour les mêmes raisons qu'à Téhéran. En vertu de mes compétences techniques et linguistiques, je suis allé à ces conférences en tant que technicien chargé du matériel d'écoute. À Téhéran, nous disposions d'un matériel moins perfectionné qu'à Yalta. Il était installé dans la salle et ma mission, je n'étais pas seul pour la remplir, était de traiter les enregistrements et de les communiquer le matin à Staline, qui passait plus d'une heure avec nous à s'intéresser aux intonations, aux certitudes dans les réponses à telle ou telle question. Et en rencontrant Roosevelt et Churchill, il connaissait par avance certaines choses qu'il allait entendre. Roosevelt sortait assez souvent en promenade et beaucoup de conversations importantes avaient lieu en marchant, avec Churchill ou d'autres. Nous avions du matériel qui pouvait capter à 200 mètres leurs conversations, que nous enregistrions également.
Roosevelt a commis une énorme erreur d'avoir donné la Pologne sans combattre. Churchill en devenait fou. Une erreur parce que si les Américains s'étaient montrés plus fermes, l'histoire en aurait été changée avec les pays démocratiques. Staline était prêt à ne pas y introduire ses troupes et à laisser en place les gouvernements de démocratie bourgeoise. Il était prêt à l'admettre. Et ayant essayé et réussi avec la Pologne, il a obtenu carte blanche, il a décidé de ne tenir compte de rien, et je sais que cette question a provoqué bien des remous au Politburo. Satisfait d'avoir berné les Alliés, sauf Churchill, Staline regarde s'envoler son plus sympathique adversaire avec amusement. Il a signé pour la forme une promesse d'élection libre dans les pays occupés par les soviétiques. Mais dans son esprit, le processus de la prise de pouvoir par les communistes est déjà au point. Retour à Berlin, où du côté nazi, on se prépare à l'assaut final de ceux qu'on a présentés pendant 4 ans comme des Untermensch, des sous-hommes. Goebbels organise son crépuscule des dieux. La Propagandstaffel tourne ce show de la mort, où des vieillards et des enfants prêtent serment pour entrer dans la Volkssturm et participer au dernier combat. Volkssturmsoldaten Berlins, erhebt zur Vereidigung die rechte Hand und sprecht mir nach. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer des Großdeutschen Reiches Adolf Hitler bedingungslos treu und gehorsam sein werde. Ich gelobe, dass ich für meine Heimat tapfer kämpfen und lieber sterben werde, als die Freiheit und damit die soziale Zukunft meines Volkes preiszugeben. Le 25 avril 1945, l'avant-garde de l'armée de Koniev se retrouve sur l'Elbe face à celle des Américains. Du côté soviétique, où l'on a dû attendre l'approbation du NKVD, l'accueil fut d'abord hésitant, puis chaleureux.
fraternise à grand renfort de cognac géorgien. Les girls américaines du spectacle des armées pour GIs, apportant l'inévitable touche grivoise. C'est le rêve, un instant atteint, de l'amitié entre les peuples. Sans le savoir, les participants de la fête célèbrent le début de la guerre froide. En 1943, avec les retraits permanents, le moral était complètement tombé et les soldats se sont battus jusqu'au bout, jusque dans les rues de Berlin, uniquement, pas pour leur Führer, mais uniquement à partir de ce moment-là, pour défendre leur patrie et pour empêcher l'armée rouge de pénétrer sur le territoire allemand, parce qu'ils savaient que la vengeance allait être terrible. Et la seule force qui nous a fait venir, de tenir jusqu'au bout, y compris moi-même, mais je combattais à l'Ouest, mais nous savions tous que l'Allemagne serait terriblement punie, que ce soit par les Russes ou par les Américains. Nous ne savions pas encore combien de morts étaient morts dans les camps de concentration, mais nous savions très bien que le régime avait fait des crimes, avait détruit toute l'Europe. La punition ne pouvait être que terrible. Le 25 avril 1945, la bataille de Berlin commence par une colossale préparation d'artillerie soviétique qui plonge la ville dans un nuage de fumée et de poussière. Aussi féroces qu'à Stalingrad, les combats de rue vont durer un peu plus d'une semaine. Je m'appelle Lothar Löwe et je suis né en 1929 à Berlin. Le 5 mars 1945, le 3e contingent du Deutsche Volkssturm fut appelé sous les drapeaux. L'appel concernait la classe de 1929, donc tous les Hitlerjungen entre 10 et 16 ans. Le hasard voulut que je fus attribué à une unité commandée par un ancien codisciple de mon école. Notre destin, défendre la capitale du Reich. Ce fut un combat meurtrier, au corps à corps. Dans l'après-midi, nous trouvions 7 des nôtres alignés par terre, tous fusillés. Cette découverte renforçait notre détermination de ne pas tomber vivants entre les mains des Russes. Brusquement, un obus explosait à peine à 5 mètres de moi. Je fus envahi par une grande chaleur. J'avais été blessé par des éclats d'obus. Je me sentais foutu. Mais la peur devant les Russes me donnait des ailes et je trouvais la force de sortir. C'est ici que j'appris la mort d'Hitler, soi-disant tombé à la tête de ses troupes. Mais qu'allait-il se passer maintenant? Qui allait gouverner l'Allemagne? Qu'adviendrait-il de nous, des Hitlerjungen sans Hitler? Je restais abasourdi et désemparé. À l'aube du 4 mai, des déportés néerlandais nous dénonçaient aux Russes. Peu de temps après, 2 camions de l'armée rouge s'arrêtaient à 300 mètres de nous, chargés de 50 hommes en armes. Une peur blanche me prit aux tripes. Je croyais qu'ils allaient nous fusiller tous. Mais nous fûmes traités correctement. Il y avait une femme médecin qui s'occupait de nos blessés. Puis on nous donna à manger. Un soldat soviétique me prêtait même sa gamelle, car il ne me restait plus que ce que je portais sur moi. Et brusquement, tout ce que j'avais appris sur le Untermensch soviétique, le sous-homme, et qui s'était fixé dans ma tête, n'était plus vrai. C'est à ce moment-là que s'est effondrée en moi la vision du monde pour laquelle j'avais été endoctriné pendant des années.
Comme surpris d'une fin pourtant inéluctable, les officiers supérieurs allemands, l'air toujours arrogants, sortent un à un des bunkers pendant qu'en colonnes interminables, sous l'œil goguenard des soviétiques, les rescapés de la Wehrmacht et les vieux du Volkssturm partent en captivité. Sur les routes du Reich, ils vont croiser une armée rouge en liesse, à la fois héros et pillards, ces camions bourrés de prises de guerre hétéroclites. Presque au moment où le drapeau rouge est planté sur le Reichstag, Hitler se tire une balle dans la tête, Göring est fait prisonnier et Goebbels se suicide avec toute sa famille. Dans les ruines de la chancellerie du Reich, qu'arpentent Zhukov et son état-major, la caméra des actualités soviétiques s'attarde sur un objet resté intact. Une map monde. Souvenir d'un autre globe. Celui que Chaplin faisait tourner au bout du doigt de son dictateur. Fureur de comédie, pas si loin du vrai, qui se voyait en maître du monde. Le 9 mai 1945, le maréchal Keitel, chef de l'état-major allemand et ses adjoints, attendent dans l'antichambre de la salle où va être signé l'acte de capitulation. Le sourire de l'un et la morgue de l'autre sont-ils pour les caméras ou bien la confirmation que les chefs nazis avaient perdu tout sens des réalités? Après 4 ans d'une guerre sauvage, les soldats d'une armée élevée au rang de mythe pour le monde entier par son héroïsme et le sang versé rentrent au pays.
L'enthousiasme de l'accueil masque un autre retour, moins glorieux celui-là, celui des centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques sortis des stalags. Ceux qui ont réussi à survivre, faute de soins et de nourriture, plus de 3 millions de soldats soviétiques auront trouvé la mort dans les camps allemands, doivent maintenant se soumettre au contrôle suspicieux du SMERSH et du NKVD. Dès le début de la guerre, Staline avait décrété qu'il n'y avait pas de prisonniers de guerre soviétiques, mais des déserteurs. Et il avait refusé toute intervention de la Croix-Rouge internationale dans les camps. Pour beaucoup d'anciens prisonniers soviétiques, le retour en URSS renouera avec le travail forcé et l'enfermement dans de nouveaux camps, ceux du Goulag. Mais après les camps, je n'étais plus communiste. Et il y avait une rancune contre le pouvoir soviétique parce que nous comprenions que le pays était dirigé par des gens qui menaient ces répressions. Car Staline liquidait tous ceux qui avaient une opinion personnelle. Il ordonnait de liquider tous les suspects. C'était ça, sa politique. Bien que la victoire soit d'abord celle de tout un peuple, Staline sort grand vainqueur de la guerre. S'il est entouré de ses maréchaux et généraux désormais célèbres, c'est pour l'inévitable photo de groupe, mais aussi pour bien montrer qu'il reprend, avec le parti, les choses en main. En 1945, Staline est nommé généralissime par le Soviet suprême. En rentrant chez eux, les soldats de l'armée rouge, comme l'ensemble des soviétiques, attendaient autre chose que l'annexion par Staline d'une victoire qui avait imposé tant de sacrifices et coûté du côté russe 9 millions de morts et des millions de blessés. S'ils étaient prêts à lui accorder le mérite de la conduite de la guerre contre l'Allemagne nazie, ils n'avaient plus envie de chanter les louanges de la dictature du prolétariat, et encore moins de retrouver une société de pénurie et de double langage. Я откровенно скажу, что мы были возмущены. Je vais vous le dire franchement, nous étions indignés. Mais à cette époque, on ne pouvait pas tout dire car les répressions ont continué après la guerre. Et si quelque chose heurtait les oreilles du gouvernement ou de Staline, on pouvait se retrouver là d'où on ne revient pas. Действительно, значит, народ вернулся, повидал Европу. Le peuple est rentré après avoir vu l'Europe et son niveau de vie dont il ne pouvait même pas rêver. Et il s'attendait à certains changements, comme l'annulation des kolkhozes. C'était un désir très fort chez les gens. Que le revenu minimum augmenterait. Et il faut dire que la majorité des cadres moyens du parti pensaient aussi que c'était indispensable. Et en cela, ils comprenaient bien l'état du pays. Le 24 juin 1945, c'est son triomphe, à travers celui de l'armée rouge, que Staline met en scène. En tête du grand défilé de la victoire organisé à la Romaine, le maréchal Zhukov sur un cheval blanc et le maréchal Rokossovski sur un cheval noir ouvrent la cérémonie. À la tribune du Kremlin, le père des peuples est déjà ailleurs. Sa paranoïa le fait rêver d'une autre victoire.
celle qui aurait pu porter la plus puissante armée du monde jusqu'aux rives de la Manche. С точки зрения вот обычных вооружений, к концу войны у Советского Союза... Du point de vue militaire, l'URSS disposait à la fin de la guerre de 400 divisions en état de combattre, ce qui signifie qu'en l'espace de 10 jours, on pouvait balayer n'importe quelle défense, n'importe quelle armée, et Churchill le comprenait très bien. C'est pour cette raison qu'il a essayé d'utiliser des troupes allemandes prisonnières en guise de bouclier, au cas où. On l'a accusé de vouloir relancer la guerre, mais tout cela n'est que foutaise. Il voulait le faire dans un but défensif. Mais Staline était informé que les Américains étaient sur le point d'avoir la bombe. Nous n'avions pas encore pris Berlin, que nous savions déjà qu'en été aurait lieu l'explosion. Nous savions quelle quantité de bombes pouvait être fabriquée pendant ce laps de temps. Было известно, что какое количество бомб может быть сделано за определенный период времени. Nous étions pratiquement sans défense, parce que les Américains disposaient déjà du B-29, qui atteignait une telle altitude que nous ne pouvions pas l'abattre avec notre DCA. Et nous n'avions pas encore de missiles. Я скажу, что появление ядерного оружия – это, по сути дела, появление... Je dirais que l'apparition de l'arme atomique marque l'avènement d'une nouvelle stratégie, mais aussi d'une nouvelle lutte armée. Cela a bouleversé toute la théorie de la tactique et de l'art opérationnel de la stratégie. La bombe A entraîné la révision de toutes les directives, de tous les programmes d'enseignement dans les écoles, dans les académies. C'était une arme fondamentalement nouvelle.